Bonsoir Pierre Pringuet. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Pernod Ricard, groupe dont il faut rappeler que loin du petit jaune à la française évoqué par son nom, il est essentiellement un leader mondial des vins et spiritueux, surtout les spiritueux d'ailleurs. Plus de 400 marques dans le monde entier, dont 14 sont universellement connues. Alors il faut en rappeler quelques-unes, hein. Absolut pour la vodka, Chivas, Ballantines, Jameson, Glenlivet pour les whiskies, Havana Club pour le rhum, Martell pour le cognac, Moum et Perrier Jouët pour le champagne, j'en passe évidemment. Et Ricard. Et Ricard, bien entendu, mais je l'avais évoqué en commençant. Et il s'est produit un événement important pour Pernod Ricard à l'occasion de l'exercice annuel qui s'est achevé en juin, puisque votre exercice est décalé. C'est que pour la première fois, le groupe affiche un résultat net supérieur au milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de moins de 8 milliards, ce qui quand même en dit long sur votre rentabilité, votre prospérité. Pernod Ricard ne connaît pas la crise. Je crois que ce serait excessif de le dire. Mhm. Mais d'abord, la crise, au cours de l'année écoulée, ça, on n'a quand même pas tellement senti. Et puis d'autre part, nous sommes un groupe mondial. C'est ça C'est-à-dire que surtout. notre exposition, en fait, est sur les 5 continents. Et nous avons bien sûr bénéficié de la croissance des marchés émergents. Et ça se voit parce que si on regarde en détail l'évolution de vos ventes, il y a aussi des mouvements de fond. La Chine est devenue le deuxième pays contributeur en termes de profit, devant la France. Et l'Inde pointe désormais au cinquième rang derrière l'Espagne. Donc ça veut dire que pour vos produits aussi, le monde a basculé. Je crois qu'il y a effectivement un véritable changement de la géographie économique mondiale. Hmm. Et il faut bien sûr avoir en tête la Chine, l'Inde, mais n'oublions pas les pays d'Europe orientale, à commencer par les nouveaux mondes de l'Union européenne, ou la Russie, ou la Turquie. Et je voudrais aussi mentionner l'Amérique latine. Mhm. Le Brésil est un géant économique qui se développe rapidement. Et Pernod Ricard aussi au Brésil. Bien sûr, je crois qu'on a eu des progressions de nos fameuses 14 marques stratégiques d'ordre de 40% l'année dernière. Alors il faut dire que vos performances sur les marchés matures restent intéressantes. Et j'ai noté que les ventes de Ricard en France sont reparties à la hausse de 5% après des années d'érosion quand même. Comment vous l'expliquez ça? Bah, on a la faiblesse de penser que notre nouvelle bouteille a effectivement un rôle à jouer dans cette évolution. Je rappelle qu'on a changé la bouteille après plus de 70 ans d'existence. Donc, c'est une nouvelle bouteille qui, je crois, le consommateur la reconnaît au premier coup d'œil, mais elle est radicalement différente. Je disais en commençant, vous avez plus de 400 marques et une quinzaine, on l'a évoqué déjà, qui sont de renommée mondiale. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que c'est pas trop? Alors, je crois que dans ces marques, il y a vraiment une différence entre nos 14 marques stratégiques qui ont Mhm. effectivement cette vocation mondiale et les autres marques qui sont clairement locales et qui sont marché par marché. C'est ça. Prenons par exemple, nous vendons un amer en République tchèque, qui est une institution en République tchèque, c'est Becherovka. Mhm. Bon, c'est une marque qui a une vocation autour de la République tchèque, mais que bien évidemment, nous n'entendons pas développer sur le reste du monde. Vous avez opté, il y a de ça quelques années, hein, déjà pour une stratégie de montée en gamme. Est-ce que c'est ça finalement le critère qui détermine votre soutien aux marques, aux produits, leur capacité à monter en gamme et donc à offrir une rentabilité plus importante? Alors tout ce que vous dites est vrai, mais il faut commencer par la perception du consommateur. Une marque premium est aspirationnelle. Ça Hmm, reflète un style de vie. c'est ça. Et à ce titre, ben, on est loyal à une marque premium. Je pense que quelque chose qui est vendu que par son prix, ben, on l'achète par commodité, mais on n'a pas cette loyauté fondamentale. Ça veut dire qu'en réalité, votre industrie se rapproche assez de l'industrie du luxe, peu ou prou, même si elle concerne beaucoup plus de monde, a priori. Alors, on pourrait dire que nous sommes le luxe abordable, C'est ça. mais quand même, ayons en tête que nous vendons un certain nombre de produits à plusieurs milliers d'euros la bouteille. Bien sûr, ce n'est pas le gros des ventes, mais malgré tout, ça existe. Lesquels? Eh bien, c'est par exemple Royal Salute. Nous avons lancé le 62 Gun Salute qui est vendu effectivement plus de 2000 euros. Ou si je prends Martel, le cognac bien de chez nous, eh bien l'or de Martel est effectivement vendu aux alentours de 2200-2400 euros. Très vieux, très beau cognac. La dernière grosse acquisition de Pernod Ricard remonte à 2008. Vous aviez à l'époque fait un très gros chèque, plus de 5 milliards d'euros pour acheter Absolut, la vodka qui vous manquait. Alors depuis, vous digérez, et notamment, bien sûr, vous réduisez votre dette. On se demande quand vous allez repartir à l'offensive. Alors d'abord rappelons que nous avons fait plusieurs fois des gros chèques, puisque quand on a acquis Chivas et Bien sûr, Martel en c'est 2001, ou plus quand on ancien. a acquis Mm. Ballantines en 2005, et donc Absolut en 2008. Mais on peut dire qu'on a une certaine routine à le faire, et chaque fois, effectivement, on fait un gros chèque, et après on se désendette. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire actuellement. Alors on a fixé un calendrier,
hein. Nous avons dit, nous voulons être avec un effet de levier, hein, mesuré au niveau de la dette au 30 juin 2012, et ça, on l'a clairement affirmé. Ça a d'ailleurs été reconnu par Moody's, qui nous a donné le fameux note de investment grade, société Oui. d'investissement. Très envié en ce moment, hein. Tout le monde se demande ce que vont faire les agences de notation. Un petit mot de la France pour terminer, si vous voulez bien. Le gouvernement qui cherche de l'argent va taxer un peu plus les alcools. Alors, deux questions. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que ça va vous coûter cher? Alors, le premier point, c'est je crois que nul ne peut mettre en doute le fait que les efforts pour redresser le déficit public sont absolument nécessaires. Et sur ce point, nous le reconnaissons tout à fait. Ce que nous avons simplement dit au gouvernement, c'est que un impôt qui est trop ciblé et trop élevé rapporte peu. Et donc, il serait sans doute utile d'avoir une vision un peu plus équitable sur l'ensemble des boissons alcoolisées. Et ça vous coûtera cher? Alors, nous avons donné d'ailleurs une estimation. Il n'y aura pas d'impact sur cet exercice fiscal puisque la hausse aura lieu au 1er janvier. Il y en aura un sur l'exercice fiscal suivant, c'est-à-dire 2012-2013. Nous l'avons anticipé de l'ordre de 10% de nos résultats français, donc 1% du résultat mondial. Oui. Merci beaucoup, Pierre Pringuet.